Je suis belge, je suis juif aussi, dois-je partir? Cette campagne sur le net interpelle, on en regarde un court extrait. Ma famille est installée en Belgique depuis environ un siècle. Je n'ai pas envie de partir. Mes grands-parents résistants ont défendu la Belgique arme à la main. Je ne voudrais pas être obligé de partir. Ma famille est ici depuis le XVIIIe siècle. Dois-je rester ici pour garantir un avenir à mes enfants? Ma famille est ici depuis 1929. J'aime la Belgique. Est-ce que je dois partir et mes enfants aussi? Sarah Brebar-Zetman, qui est en train de s'asseoir, est à l'origine de ces campagnes. Elle nous en expliquera le but. Aujourd'hui, certaines familles juives ont d'ores et déjà décidé de quitter le pays. Vous entendrez tout à l'heure un témoignage. Alors, y a-t-il réellement une recrudescence de l'antisémitisme? Patrick Charlier du Centre pour l'égalité des chances nous répondra. Est-on revenu à une situation dramatiquement comparable à celle des années 30? L'antisémitisme est-il surtout le fait de jeunes musulmans? Les uns dénoncent l'antisémitisme, les autres l'islamophobie. Y a-t-il une surenchère des victimisations? Et surtout, comment combattre ces racismes et lutter contre ces discours de haine? Pour apporter des réponses à ces questions délicates, je reçois également en direct Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, Farid Attar, cofondatrice du collectif contre l'islamophobie en Belgique, Jonathan Delatower, président de l'Union des étudiants juifs de Belgique et délégué par le CCEJB, Ismaël Saïdi, réalisateur, scénariste, auteur de la pièce Djihad. Si vous ne l'avez pas encore vue, il faut la voir. Et Henri Bartholomeusen, président du Centre d'action laïque. Alors n'hésitez pas à nous donner vos avis, à poser vos questions par SMS CEL 3013, vous le savez, par mail controverse@rtl.be, j'y arriverai, sur Facebook ou sur Twitter. Alors commençons d'abord par essayer d'objectiver les choses. En janvier, déjà le soir, titré sur une augmentation des actes d'antisémitisme. Patrick Charlier, quels sont les chiffres du Centre pour l'égalité des chances en la matière? Alors en 2014, on atteint un pic. On a une augmentation de plus de 50% de signalements liés à des incidents liés à l'antisémitisme en Belgique. Depuis 2005, année où on a commencé à calculer, on n'a jamais connu autant de signalements et d'incidents de type antisémite. On voit le graphique, effectivement. Si vous voyez le graphique, vous voyez qu'il y a en 2009 un premier pic. Oui. 2009, c'est l'année du conflit plomb durci, le conflit israélo-palestinien. Cette année-ci, on a connu l'opération Bordure protectrice. On voit qu'il y a une incidence automatique de ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, du Proche-Orient, Israël-Palestine, par rapport au nombre d'incidents qu'il y a en Belgique. Donc ça, ce sont des plaintes pour antisémitisme. Est-ce que cet antisémitisme, aujourd'hui, a de nouvelles formes? Alors, les formes, quand on va derrière les chiffres, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a là derrière. Alors, il y a évidemment toujours en tête ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Ça, c'est une constante. Par contre, ce qui est remarquable et préoccupant, particulièrement depuis 5 ans, il y a une augmentation systématique de faits liés au négationnisme. Et donc on passe de 1 dossier en 2010, on est à plus de 30 dossiers l'année passée. Et donc c'est un phénomène constant. Une deuxième constante qui est préoccupante, c'est l'augmentation du nombre d'agressions verbales et de menaces vis-à-vis de personnes. Alors les deux premiers faits, quand on parle d'Internet, des forums de discussion, etc., c'est des propos généraux sur les juifs, etc. Le négationnisme aussi. Ce troisième phénomène, là, il y a des personnes qui sont victimes d'agressions verbales, de menaces, d'injures. Et ça, c'est aussi un phénomène qui est en augmentation. Une dernière chose à dire, et un dernier phénomène qui est nouveau, qu'on ne constatait pas concernant les juifs, ce sont des faits de discrimination, c'est-à-dire des refus de biens, de services à des personnes parce qu'elles sont juives. C'est un phénomène qu'on constate de manière systématique et récurrente sur base de l'origine. On refuse de louer à un noir, on refuse l'accès à quelqu'un qui est d'origine étrangère ou sur base de la religion musulmane, par exemple. Ça veut dire qu'il y a des propriétaires qui disent « je vous loue pas mon appartement ». Alors ici, il y a eu 3 incidents, mais il y en a peut-être plus, mais nous avons enregistré 3. C'est un médecin qui refuse de soigner une femme parce qu'elle est juive. C'est dans un magasin
magasin quelqu'un qui refuse de servir un client parce qu'il est juif. Et c'est le cas de ce café dans la région de Liège qui dit « je n'accepte ni les chiens ni les juifs ». Et donc c'est des formes de discrimination. Et c'est un phénomène nouveau, de manière tout à fait ponctuelle. Et c'est quelque chose qu'on ne constatait pas. Il y a eu un cas il y a quelques années, mais de la discrimination en tant que telle, c'est un phénomène nouveau. Il est ponctuel, ce n'est pas énorme en nombre, mais c'est quand même significatif en termes de phénomène qui apparaît en 2014. Alors, ce sont des chiffres qui interpellent, évidemment, des propos qui interpellent. Au quotidien, est-ce que vous vivez, vous, ces discriminations, cet antisémitisme? Jonathan Delatour, vous qui êtes belge, et vous m'avez dit, en préparant cette émission, profondément belge. Ah, complètement. Je pourrais parler de la participation à la vidéo. Je n'ai pas envie de partir. Je suis belge et la question que soulève cette vidéo, c'est est-ce que je vais être contraint de partir? Donc mes grands-parents ont défendu la Belgique arme à la main, mon pays en tant que résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mes parents, mes cousins, mes oncles, mes tantes ont construit leur vie ici. Et maintenant que j'ai 23 ans, je pense aussi à construire ma vie et je pense à mes futurs enfants. On va y revenir, si vous voulez bien, à la vidéo. Mais est-ce que vous souffrez, vous, au quotidien, de cet antisémitisme? Oui, il y a un antisémitisme aujourd'hui, mais cet antisémitisme-là, on a parlé du conflit du Proche-Orient, ouais. Il datait d'avant du conflit du Proche-Orient. On a eu des pogroms dans le monde arabo-musulman bien avant la création de l'État d'Israël. On peut citer celui de Constantine en 1934, celui de Bagdad en 1941 et celui d'Alep en 1947. Non, mais c'est important de le dire, oui. c'est important. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'antisémitisme s'est adapté finalement à la période post-Shoah en Europe où on est encore traumatisé par cette Shoah, et on ne désigne plus les juifs par le terme de juifs, mais par celui de sionistes. Et en fait, on a aussi une transposition des images de la Shoah au conflit du Proche-Orient, en faisant tenir aux Israéliens le rôle des bourreaux nazis et aux Juifs identifiés comme sionistes, celui de collabos finalement. Et donc on a une forme de rejet, une forme de haine à l'égard de la communauté juive que l'on ressent. Et qui se manifeste comment? Mais ça manifeste. Est-ce que vous en souffrez personnellement? Mais lorsque vous voulez discuter avec des associations sur les campus universitaires, eh bien certains vous répondent que vous avez les mains pleines de sang. On a aussi un pamphlet ici que je peux vous montrer. Donc du boycott des investissements et sanctions, qui est une campagne qui sévit sur nos campus universitaires et où il est dit en une page: massacre organisé prémédité d'une population sans défense, exterminer la civilisation de l'autre, camp de concentration, assassiner, torturer, isoler, ghettoiser, un peuple que l'on voudrait anéantir. Tout cela, c'est le vocabulaire de la Shoah qui est appliqué au Proche-Orient, mais cette fois-ci en accusant les Juifs. Et donc il y a aussi une perversité, c'est de dire que les Juifs qui ont été assassinés pendant la Shoah étaient des bourreaux potentiels, et donc finalement c'est ce qui encourage aussi l'explosion des actes négationnistes et la difficulté de plus en plus à parler de la Shoah dans les écoles. Sarah Brebar, vous êtes à l'origine de cette campagne, on vous a vu, donc cette campagne que dois-je partir, je le disais, c'est une campagne qui dérange. Alors quel est son but? C'est de faire peur? Évidemment non, pas de faire peur. D'abord, je voudrais, si vous permettez un préambule, j'aimerais bien remercier nos compatriotes qui ont manifesté leur solidarité lors de la tuerie au musée juif. Je voudrais aussi manifester mes remerciements vis-à-vis de la solidarité qu'ils nous ont témoigné suite à cette vidéo. On a énormément d'amis belges non juifs qui nous ont envoyé des mails, des messages en disant votre place est ici, la Belgique c'est votre pays, on est avec vous. Mais cette vidéo, est-ce que c'est pas un peu du communautarisme quand même? C'est absolument pas du communautarisme. Nous sommes... Alors voilà, justement, le communautarisme, parlons-en. Pourquoi? Pendant 50 ans, on a vécu comme juifs, je dirais à peu près jusqu'à 95, on a vécu comme juifs, au tournant des 2000, on a vécu comme juifs sans devoir dire qu'on était juifs. Ça ne comptait pas. Nous, dans les familles juives, on était élevés de cette manière suivante. Oui, mais pourquoi il faut le dire aujourd'hui? Pourquoi il faut le dire justement, aujourd'hui? La loi du pays dans lequel on vit est supérieure à la loi du judaïsme. C'est une règle. Or, progressivement, je pense qu'il y a eu d'abord en 1995 la commémoration du 50e anniversaire de la libération des camps. La Shoah est arrivée sur les écrans, mais d'une manière déferlante. Ça m'a un peu dérangée parce que je me suis dit, au lieu d'éveiller les consciences, ça va peut-être au contraire les braquer. Et deuxièmement, en 2001, on a les Twin Towers, l'attentat contre les Twin Towers.
Les terroristes qui ont organisé ces attentats sont des musulmans, bon, même si les sites complotistes vont évidemment attribuer ça pour les gens, et les musulmans qui n'ont rien à voir avec ces terrorismes sont appréhendés, ça s'est vu aux États-Unis, d'élite faciès, etc., parce que assimilés à ces terroristes. Et vis-à-vis de ça, je pense que les musulmans ont eu une réaction de fierté en disant, vous nous prenez pour des terroristes, mais nous ne le sommes pas, et nous sommes fiers d'être musulmans. Et donc, afficher cette identité musulmane, d'où la revendication du voile, vous ne répondez etc. pas à ma question. Pourquoi est-ce qu'il est important nous, vis-à-vis de ça, on a dû se positionner aussi, ce qu'on ne faisait jamais. C'est en réaction. C'était quelque chose qui nous était intime, le fait d'être juif. Sauf pour la communauté extrêmement minoritaire de religieux orthodoxes à Anvers, où il y en a 3 dans le monde, à Anvers, à Brooklyn et à Jérusalem. Donc pour nous, c'est une aventure nouvelle. On a vécu 50 ans depuis la libération. Enfin, on est les enfants de la libération, on est les enfants de mai 68. On a connu la Belgique des Golden 60. Et puis maintenant, voilà, on est dans une période. Et alors, bon, il y a donc évidemment ce tournant de 2001. Il y a tous les attentats et les juifs qu'on a tués, des petites filles qu'on a poursuivies dans une école à Toulouse. Enfin, c'est la méthode des Einsatzgruppen. Oui, mais enfin, donc, nous, on a voulu communiquer la peur qu'on ressentait à nouveau devant le fait d'être juif. Monsieur Charlie vient de dire, par exemple, 30 délits négationnistes. Alors moi j'ai quand même une question à poser. Si le négationnisme a augmenté d'une manière aussi exponentielle, quand je vois la lettre de démission que ce professeur Mailly a donnée, dans laquelle son maître à penser c'est Garaudy, bon, si on a... Attendez, on va essayer de ne pas tout mélanger et de laisser la parole à tout le monde, si vous voulez bien. Henri Bartholomew-Sen, une seconde. Vous, au lendemain des attentats de Paris, vous insistiez, vous, sur la nécessité de nommer les choses, en l'occurrence de nommer l'antisémitisme. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je crois qu'il y a 2 écueils dans lesquels on ne peut pas tomber. C'est d'une part, je dirais, par rapport aux victimes, ne pas reconnaître leur statut de victime, parce que c'est une atteinte à leur dignité, c'est une atteinte à leur humanité. Et l'écueil contraire, qui consiste à faire du martyr, transformer ces victimes en martyrs. Et je n'ai pas vu, en tout cas, que suite aux incidents qu'ils aient eu lieu à Bruxelles, à Paris ou au Danemark, la communauté juive, dans son ensemble, ait tenté de martyriser ces victimes. Elle a demandé simplement la reconnaissance d'un fait, à savoir que les premières victimes, parmi les premières victimes, nous avions des juifs qui ont été assassinés parce que c'était des juifs, parce que c'était des citoyens ordinaires qui avaient la qualité de juifs. Et donc, l'excès contraire, c'est le martyr. On n'entend pas cela, donc il faut à la fois reconnaître le statut de victime, mais d'un autre côté aussi faire attention à ce courant radical que l'on voit émerger effectivement dans une petite tranche de cette population musulmane, parmi les jeunes, par ignorance, par peur, par copier-coller, je dirais, des situations internationales. On voit effectivement qu'il y a une tentation de martyriser, de radicaliser le débat. Et donc je pense qu'en tant que laïc, il faut tenter effectivement de ramener un peu d'humanité là-dedans, de dire que la première caractéristique de ces êtres humains, c'est d'être des humains particulièrement. À ce moment-là, les divergences, les communautarismes, les communautés, pour être exact, sont des richesses et non pas des justifications au repli sur soi. Alors, je vais donner la parole aux musulmans, mais d'abord à la question de savoir dois-je partir. Certains ont déjà répondu oui. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Nardi. Elle a décidé de quitter la Belgique avec sa famille au terme de l'année scolaire. La décision a été prise après l'attentat au musée juif à Bruxelles. Donc à ce moment-là, on s'est dit qu'en Belgique, on ne resterait plus. Et donc on a pris cette décision grave de quitter la Belgique. Oui. Ça me dérange. Ça me dérange quand je vais à la synagogue, de faire attention qui est derrière moi, devant moi, d'avoir des gardes à l'entrée, des militaires. C'est difficile à vivre, vraiment. Vous avez un gros sentiment d'insécurité? C'est-à-dire que je me sens protégée en Belgique. Je ne peux pas dire que je ne me sens pas protégée. Mais demain, il y aura quoi? Imaginez maintenant, on arrive à plan vigilance niveau 4. On fait quoi? Il y a les tanks, des chars devant. Qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez, c'est pour l'avenir que j'ai peur. Mais je me suis toujours sentie en sécurité ici en Belgique. Ça, je ne peux pas dire que non. Mais d'être une cible en tant que juif, je ne peux plus l'accepter. Alors c'est assez terrible d'entendre cette jeune femme juive qui dit je me sens une cible de terroristes sans doute qui se revendiquent de l'islam. Mais Farid Attar, je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que ces terroristes finalement déteignent aujourd'hui sur les jeunes musulmans qui s'en prennent, dans les mots en tout cas, aux juifs?
Alors, je voudrais d'abord, si vous me le permettez, commencer par dire que cette campagne qui circule notamment sur le net et qui, effectivement, témoigne d'une peur réelle et légitime d'une communauté ou des communautés dites juives de Belgique est à prendre aussi en compte, en considération, et il faut pouvoir l'entendre. Maintenant, je pense que toute peur est mauvaise conseillère. Et je pense qu'après l'émotion, on doit pouvoir aussi permettre de réfléchir ensemble pour faire en sorte de penser les vraies solutions. Et je pense personnellement que la solution n'est pas de partir. Dans cette campagne, je vois surtout des Belges. Avant de les considérer comme juifs, j'entends que ce sont des compatriotes. On partage ensemble l'idée du peuple belge. Et je pense que l'idée de partir est, à mon avis, une très mauvaise solution. Je pense que c'est pas votre but de dire il faut partir. Si je peux juste terminer, peut-être, parce que voilà. Et donc, c'est important réellement d'entendre effectivement et de venir avec des chiffres, comme vous venez de le faire, Monsieur Patrick Charlier, qu'il y a effectivement de l'antisémitisme, il y a une recrudescence de l'antisémitisme. Et surtout chez les jeunes musulmans. En Belgique. Je ne sais pas si on peut dire surtout sur les Belges. Je pense que alors, dans ce cas-là, c'est à monsieur de répondre de manière très fin. Je n'ai pas, moi, les chiffres et l'analyse en main. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a une recrudescence des actes antisémites. Comme il y a, si je peux juste terminer, si vous le permettez, comme il y a malheureusement également, en parallèle, une recrudescence des actes islamophobes. Moi, ce que je refuse de faire, c'est qu'on peut constater cette recrudescence de part et d'autre, mais je refuse, à un moment donné, de jouer le jeu peut-être de la surenchère, de la victimisation, ou d'arriver à un moment donné à une compétition pour dire mais qui, finalement, qui a plus mal, les musulmans ou les juifs? Moi, je suis citoyenne belge avant d'être musulmane, et je suis également, j'ai déjà été moi-même dans ma vie personnelle, été victime de discrimination. Et je n'ai pas pour autant senti l'obligation de vouloir partir pour aller où? Moi, j'aime ma Belgique et je veux y rester. C'est important de pouvoir le dire à nos téléspectateurs. Je viens à vous, mais une question, Patrick Charlier. Effectivement, ces plaintes pour antisémitisme, est-ce qu'elles sont surtout le fait de musulmans? Elles sont le fait de musulmans, mais pas exclusivement. Il y a des faits, des actes qui sont commis par des personnes qui ne sont pas musulmanes ou pas de culture musulmane, mais c'est une réalité. Oui, il y en a. Des faits de harcèlement, des faits des propos, des attitudes, oui, mais pas exclusivement. Il ne faut pas réduire la question de l'antisémitisme uniquement à cette question-là. Ce qui pose problème, c'est effectivement quand il y a des effets de groupe qui se mettent en place et où, à un certain moment, des personnes juives se sentent en situation de minorité face à un groupe et se sentent menacées de ce point de vue-là. Je voudrais juste dire une chose sur la question des migrations. Je pense que la question de quitter la Belgique n'est pas en soi quelque chose de mal. Ce qui pose problème, c'est que si la seule motif de quitter la Belgique, c'est de se sentir menacé, parce qu'en 2012, le Centre fédéral migration dit qu'il y a 100 000 personnes qui ont quitté la Belgique. Et donc, la migration est quelque chose de naturel. Si le seul motif de départ est le fait de se sentir menacé, ça pose problème. Mais en soi, le fait de bouger, de migrer, de changer de pays n'est pas quelque chose de mal. Ismaël Zaïdi, on ne vous a pas encore entendu. Dans votre pièce Djihad, il y a une scène très drôle finalement. Un des candidats djihadistes était fan d'Elvis Presley et puis il se rend compte que Elvis Presley s'appelle en réalité Elvis Aaron Presley, et donc il se dit il est juif, je me suis encore fait avoir quelque part. Je résume, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Plusieurs choses. Bon, je vais déjà essayer de démêler un peu le sac fast-food que je viens d'entendre avec qui va d'Israël au Golden 60s, parce que je crois qu'on n'est pas venu pour parler de tout ça. On est venu parler d'un vrai problème qu'il y a pour l'instant, qu'il y a une communauté des Belges juifs qui ont peur et qui apparemment veulent partir ou nous font passer le message qu'ils veulent partir. Alors, vous avez parlé de compétition victimaire. Moi, je suis d'accord, la compétition victimaire, c'est quelque chose de stupide. On ne va pas jouer à celui qui souffre le plus, mais renvoyer sa douleur au visage de quelqu'un qui est en train de souffrir, c'est encore plus stupide. Et donc, je me dis que pour l'instant, effectivement, il y a des actes de discrimination qui existent. Moi, si je sors d'ici et que je me fais insulter de sale musulman, c'est une insulte raciste. Si ma mère sort ce soir et qu'on lui arrache son voile, c'est une agression raciste. Et quand quelqu'un entre dans un musée qui tue des juifs parce qu'ils sont juifs, c'est un crime raciste. Je ne peux pas mettre l'insulte raciste que j'ai eue moi au coin de la rue sur le même pied d'égalité que le meurtre qui a eu lieu dans un musée ou même en France. Donc, il y a une différence. Ce n'est pas une compétition victimaire. Il y a une différence. On tue des gens parce qu'ils sont juifs. Dans le spectacle, pourquoi je parle? Pourquoi Ben dit tout ce temps et j'étais fan d'un juif? Parce que je considère, et je ne représente que moi, qu'il y a moi, j'aime pas le terme antisémite ni islamophobe, donc il y a un racisme anti-juif qui est distillé aux enfants, aux jeunes, très tôt. Pas aux jeunes musulmans. Je vais y arriver, il faut juste que je termine ma phrase. Mais aux jeunes
de confession musulmane comme moi, d'origine arabe plus que des jeunes musulmans sénégalais par exemple, où dans l'arabe dialectal que mes parents parlaient à la maison, le mot juif à lui seul est une insulte. Pas sale juif, juste juif. Moi si je prends mon téléphone et que j'appelle mon père et que je dis papa t'es juif, il me parle plus pendant 6 mois. Bon. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui existe depuis toujours. Moi, je suis fasciné de voir qu'on le découvre encore aujourd'hui. Et quand vous dites ça chez vous, quand le mot est une insulte et qu'un jour il passe de l'arabe dialectal au français argotique et qu'on se retrouve en rue à dire à un copain qu'on trouve trop radin, arrête de faire le juif, ou à un mec à qui qu'on veut traiter de sale race, t'es qu'un sale juif, ça commence là. C'est un conflit quoi? De religion? C'est un conflit de rien du tout, c'est d'éducation. C'est un conflit d'éducation. On ne peut pas, de la même manière que des gens qui utilisent le mot nègre à outrance en parlant de noir, ça existe aussi. C'est de l'éducation, il faut rééduquer les gens. Et en plus, il y a un autre problème, j'aimerais quand même souligner là-dessus, c'est que non seulement on apprend ça très tôt, ce terme-là qui vient de je ne sais d'où, mais voilà, on vous l'apprend, donc il y a une espèce de haine du juif qui grandit avec vous, mais en plus, vous n'en avez jamais vu des juifs, parce qu'on ne se mélange pas. Et donc du coup, on laisse la place à la haine, parce qu'on ne connaît pas l'autre, et on laisse la place à la haine. Et donc ça, il faut lutter contre ça, parce que c'est bien beau de dire aux gens, oui, mais on s'aime, etc., islam égale paix, oui. Tout ça, je suis d'accord avec ça. Mais maintenant, on a un grave problème. On a un très grave problème, il y a des gens qui se font tuer. Ce qu'il faut souligner aussi, par des gens du pays qui y reviennent. Le meurtre des Juifs qu'il y a eu en France, c'est des Français qui sont revenus les tuer, c'est pas des Pakistanais. Les mousques qui est venu ici, c'est un Français, donc c'est un Européen. Donc des gens qui ont grandi ici et qui ils n'ont pas grandi au Proche-Orient, donc c'est pour ça que je veux pas qu'on en parle du Proche-Orient. Ils ont grandi ici, en fait, et ils arrivent à tuer des gens parce qu'ils sont juifs. Donc on a un problème. Joël Rubinfeld, vous partagez cette analyse? Absolument, je pense que M. Saïdi touche le problème du doigt. Il y a un problème d'éducation qui se traduit par un antisémitisme effréné aujourd'hui de la part de jeunes concitoyens de confession musulmane. Les chiffres sont là pour en attester. Il y a une étude donc de la VUB en 2011 qui démontre qu'au niveau de Bruxelles, des jeunes bruxellois, alors c'est au niveau des néerlandophones, les jeunes bruxellois non musulmans, 10% sont antisémites, et au niveau de la communauté musulmane, 50%. Donc il y a vraiment un gap, un fossé assez important. Mais pourquoi? Parce que vous ne vous parlez pas? Parce que vous ne vous côtoyez pas? C'est pas une question de se parler ou pas. Je pense que c'est vraiment une question d'éducation, et je pense qu'il faut voir au-delà de l'insulte antisémite. Lorsque, comme ça s'est passé encore cet été, dans les rues de Bruxelles ou à Anvers aussi, on crie mort aux Juifs dans des manifestations anti-israéliennes, il faut comprendre le message qu'il y a derrière cela. Il y a bien entendu mort aux Juifs. Alors, la libération de la parole qui précède le passage à l'acte, comme on l'a vu en 2012 à Toulouse, en 2014 à Bruxelles ou en 2015 maintenant à Paris et à Copenhague. Mais il y a aussi le message subliminal, c'est un rejet de ce que nous sommes dans notre ensemble. Derrière le mort aux Juifs, il y a mort à la Belgique, mort à l'égalité homme-femme, mort à la tolérance, mort à la diversité. Je veux dire, si je peux me permettre cette métaphore, il faut voir les Juifs comme le canari dans la mine. Le canari, lorsqu'il tombe, ça annonce une grande catastrophe, ça annonce le coup de grisou. Eh bien, je pense que, historiquement parlant, on voit que lorsqu'on commence à tuer des Juifs, et aujourd'hui de nouveau, depuis 2006, ça a commencé avec Ilan Halimi, de nouveau sur le territoire européen, on tue des personnes parce qu'elles sont juives, et uniquement parce qu'elles sont juives, donc elles sont condamnées à la naissance. Eh bien, lorsqu'on en arrive, historiquement, lorsqu'on voit que des Juifs sont tués parce que Juifs, c'est annonciateur d'un vent très mauvais. Et c'est pour ça que le problème de l'antisémitisme, ce n'est pas le problème des Juifs. Ce n'est pas le problème que des Juifs, c'est le problème de l'ensemble de la société. Alors il y a des réactions maintenant, on le voit en France au niveau des prises de parole publiques, on le voit en Belgique aussi, mais lorsqu'on dit la Belgique sans les Juifs, ce n'est plus la Belgique, c'est déjà un premier pas, c'est important de le comprendre, mais il faut donner corps à ce slogan, sinon ce slogan restera creux. On va venir aux réponses. Sarah Brebart. Bien sûr que l'éducation est primordiale. Diogène disait, vous savez, Diogène, le philosophe qui cherchait un homme avec sa lanterne, disait le fondement de l'État repose sur l'éducation de la jeunesse. Donc, nous sommes choqués parce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer toutes les circonstances qui ont amené à la prise de conscience et au désir de faire cette vidéo. Et il y a le fait qu'on s'est senti très seul à un moment donné, quand les victimes juives n'étaient pas nommées pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des victimes qu'on a assassinées à cause de leur identité. C'est pour ça que j'ai voulu expliquer ce que vous appelez le fast-food, quel est notre rapport à notre identité. Et donc, quand des voix se sont élevées pour dénoncer à nouveau le conflit israélo-palestinien
à travers ces assassinats. Là-dessus, on se grève et on s'est posé tous la question. Et alors, notamment, il y a cette dame qui a écrit ce petit livre, Marceline Lorida Evans, qui a été déportée à 14 ans et demi, et qui dit, mais s'il y avait eu que les Juifs, est-ce qu'on aurait manifesté? Et donc, et votre réponse, c'est quoi? Voyez, et donc, bon, notre réponse, j'espère qu'on va la trouver ensemble et qu'on va construire quelque chose à partir de là. Mais le fait qu'on n'ait pas mis à pied directement un professeur négationniste qui clairement dit, enfin, je ne sais pas ce qu'on a le temps de dire. Une autre fois, ça, si vous voulez bien, hein, parce que c'est pas vraiment l'objet du débat. Si, parce que c'est l'éducation. Si on enseigne à 16 ans, si on enseigne la théorie Garaudy à 16 enfants de 10 ans, dans 15 ans, ils viendront jeter des bombes dans les synagogues, dans les écoles juives. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes parent aujourd'hui? Vous avez un enfant, vous le mettez à l'école non juive, il risque de se faire agresser, menacer, harceler. Vous le mettez dans une école juive, il passe devant des policiers, et je les remercie d'ailleurs. Et maintenant aussi, en plus des militaires qui sont armés. Je ne sais pas si vous imaginez l'effet que ça fait pour les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, ben, on n'a pas d'autre choix, on doit trouver une école. Alors, bon, il y a eu deux méprises sur la vidéo. Un, on ne dit pas clairement, je vais partir. Non, on a bien compris. Une question. Oui. Deuxième méprise, tout le monde a pris ça comme une réponse à l'appel de M. Netanyahou, qui, entre parenthèses, a été fait le 14 février, c'est-à-dire 3 jours après qu'on ait posté la vidéo, aux Juifs belges, français d'Europe. Il l'avait fait une seule fois, un mois plus tôt, aux Français, mais il l'a fait 3 mois après. Malgré ça, on a cru que c'était une réponse. Oui, monsieur Netanyahou, nous venons. Alors, on nous a même fait la leçon. Attention, ne vous laissez pas là, c'est de l'électoralisme. Bon, voilà, on est bien d'accord mais là-dessus. nous, on n'était absolument pas dans ce schéma. Il se fait que les deux événements se sont télescopés, mais qu'il y a un vrai problème de la communauté juive. Et il ne s'agit pas de jouer les victimes ici. On n'est pas, nous, dans ce rôle-là. En général, les Juifs... Enfin, écoutez, la Shoah a eu lieu. On a mis 50 ans à en parler en Europe. Si on était des gens comme ça dans la victimisation, au contraire, nous, le mot d'ordre, c'est on avance, on avance. Jonathan Delatower. Alors oui, donc j'ai participé à cette vidéo, mais je le redis, je ne veux pas partir. Et la question que soulève cette vidéo, c'est est-ce qu'on va être obligé de partir? Et donc maintenant que j'ai 23 ans, je pense à construire une famille, à mes enfants, et je me pose la question, dans quelles conditions est-ce qu'ils vont vivre? Aujourd'hui, dans notre société, on n'est pas capable de garantir ma sécurité. On tue des Juifs dans des écoles, dans des musées, dans des synagogues, dans tous les lieux communautaires juifs finalement. Et donc, je me pose cette question, et cette vidéo, elle ne transmet pas le message partons, mais c'est tout l'inverse. C'est un appel à nos concitoyens, et on insiste dessus. On est avant tout concitoyens, citoyens, et on doit se lever ensemble pour la défense de nos valeurs, pour nos droits, pour notre droit à vivre ensemble, finalement. Et donc, une partie de la réponse, et comme le disait M. Rubinfeld, est venue de la part des politiques en Belgique, en France et au Danemark, qui se sont levés et qui ont dit « nos pays, sans la communauté juive, ne seraient plus nos pays ». Et c'est important aussi, je rajoute, c'est important, c'est que je ne veux pas réduire l'image de la communauté juive à cette question du départ. La communauté juive, elle est ici, debout. On est vivant plus que jamais. Et on se pose la question, on veut vivre ensemble, on demande à nos concitoyens de lutter ensemble ici en Belgique. Alors, vous parlez de la réponse des politiques, eh bien, je souhaitais en parler aussi, avec cette phrase de Charles Michel en janvier dernier. La lutte contre l'antisémitisme est un échec, disait-il. Toutes les plaintes doivent être actées et faire l'objet de poursuites. Alors, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui, Patrick Charlier? Alors, toutes les plaintes ne font pas l'objet de poursuites. Pourquoi? Effectivement, d'une part, parce que tous les faits qualifiés d'antisémitisme ne sont pas nécessairement contraires à la loi. Mais tout comme tous les faits qu'on peut qualifier d'islamophobes ne sont pas contraires à la loi, comme tous les faits qualifiés d'homophobie ne sont pas contraires à la loi est restrictive, c'est une loi pénale. Et là, on parle de la question du discours de haine. Si on est dans la discrimination, et là, je peux peut-être aussi donner une réponse en passant, effectivement, les Juifs ne font pas l'objet de discrimination, sauf les quelques cas dont j'ai parlé. D'autres groupes font l'objet de discrimination systémique, récurrente, pas organisée, mais de manière structurelle. Les musulmans? Les musulmans, notamment les personnes d'origine étrangère, musulmanes ou personnes d'origine étrangère, c'est une réalité. C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il y a... Et donc, mais donc ça veut dire que ça c'est une réalité. Non, c'est pas une guerre des victimes, mais c'est que la réalité de ce que les gens vivent n'est pas la même. Et je trouve que ce que Saïdi a dit est très clair. Entre se faire insulter et se faire tuer, c'est pas la même chose. Mais je reviens. Donc sur la question de savoir est-ce que les plaintes donnent lieu à des poursuites, est-ce qu'il y a des condamnations?
les discours de haine aboutissent à des condamnations. Oui. L'année passée, il y a eu des condamnations de quelqu'un qui a fait un harcèlement antisémite grave contre un de ses anciens chefs de service, dans un service déterminé, a fait l'objet de condamnations. Je rappelle, il y a quelque temps, je prends le bloc d'Assabil, et comme ça on parle des musulmans, Assabil du centre islamique belge, a fait l'objet d'une condamnation pour antisémitisme. Oui. Nous qui avons mené le centre aussi. Il y a endigué une condamnation. Mais oui, mais donc il y a des condamnations. Alors ce qui est vrai, c'est qu'au niveau du discours, il faut s'inscrire dans la question de la liberté d'expression, et Dieu sait si on en a parlé depuis le début de cette année-ci. La liberté d'expression s'applique aux idées qui heurtent, qui choquent et qui inquiètent. Ça, c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous nous inscrivons là-dedans. Et oui, il y a des idées qui heurtent, qui choquent et qui inquiètent. Et à un certain moment, on peut dire stop avec une condamnation morale, mais sur le plan juridique, on ne va pas obtenir une condamnation, effectivement. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans les poursuites, dans les condamnations? On parle plus que de ça, on parle plus que de répression. Moi, je suis fasciné chaque fois, moi. Les réponses qu'on donne tout le temps aujourd'hui, c'est de la répression. Allez-y, condamnez-les. Il y en a un qui viendra dans 10 ans, en tuer encore 20. Il faut les éduquer, les gens. Il faut éduquer les gens dès le départ. Il faut recommencer, il faut faire des trucs ensemble. Il faut rééduquer les gens dès le départ. Arrêter de parler de répression tout le temps, en fait. Parce que c'est je voudrais juste terminer. Attendez, on va laisser terminer. Il faudrait arrêter de chaque fois. Alors, quelqu'un qui commet un acte ou une parole raciste, anti-juif, anti-musulman, ok, il y a des batteries de lois qui existent depuis toujours contre ça. On ne va pas chaque fois inventer de nouvelles lois. Par contre, c'est juste retirer le seau d'eau en dessous du robinet qu'on ferme jamais. Il faut éduquer les gens. Il faut leur apprendre à vivre ensemble. Il faut apprendre aux gens que traiter quelqu'un de juif en pensant que c'est une insulte, ça ne se fait pas. Il faut rééduquer depuis le départ. Sinon, ce qui va se passer... ça va prendre 30 ans, ça. Mais c'est pas grave, ça prendra même 200 ans s'il faut. Mais il faut le faire. Si on a peur de faire les choses parce que ça va prendre 30 ans, on fera rien. Alors on arrête des gens parce qu'on aura plein de cas. Parce que là, c'est des cas qui avouent les actes. C'est des cas qui sont recensés, mais les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Il y a plein de gens qui se font peut-être agresser, qui n'osent pas le dire, qui se font insulter, qui n'osent pas le dire. Et donc on n'arrêtera pas. Mais parler tout le temps, tous les 4 ans, ou dès qu'il y a des élections qui se rapprochent, de répression, on va envoyer des F-16, on va envoyer des gens en tôle, ça sert strictement à rien. Joël Rubinfeld. Il faut avoir une approche globale par rapport à ça. Alors l'aspect pédagogique est important, certes, mais on fait de la pédagogie depuis des décennies, on fait très peu de répression. Très peu de répression. Il y a eu quoi? Vous en voulez plus? C'est pas une question de vouloir ou pas, c'est une question sur les 15 dernières années. Parce que c'est en 2000 que la vie des Juifs en Belgique et plus largement en Europe occidentale a changé. En septembre 2000. Eh bien, depuis lors, il y a eu quoi? Peut-être 1000 actes antisémites recensés? Combien de condamnations? 5, 6, 7. Donc ce n'est pas une question de ratio qu'on veut 10% de condamnation. On veut que... C'est d'ailleurs, ça doit être le cas pour toutes les formes de racisme ou pour toutes les formes de discrimination. On veut que lorsque un acte antisémite est établi, lorsqu'un acte antisémite est instruit, eh bien que ce soit suivi d'une condamnation. On a en Belgique un arsenal législatif assez exemplaire à ce niveau-là. La loi de 1981, la loi de 1980 et la loi de 1995. Mais il faut avoir, si vous voulez, c'est bien d'avoir cet arsenal législatif, c'est encore mieux de l'appliquer. Et pour le moment, on a, si vous voulez, une justice sans dents, il faut la denter. Mais si on n'éduque pas les gens, il faudra engager 200 juges par an. Si vous permettez, je vais en placer une. Donc effectivement, il faut, et je pense quand même qu'en Belgique, on peut quand même rappeler l'arsenal juridique intéressant que nous avons, que nous appliquons, monsieur, je pense, quand même beaucoup plus que dans les autres pays. Je pense qu'effectivement, le volet répressif, il faut bien sûr qu'il puisse exister. À côté de cela, je pense qu'il faut effectivement peut-être davantage mettre en place des mesures éducatives, notamment dans les écoles, au sein des familles. Il faut aussi que nos politiques, à un moment donné, puissent aussi se remettre en question. Les responsabilités, elles sont partagées. Je pense également qu'il ne faut pas trouver une victime parmi tant d'autres. Mais Farida, comment on fait dans les écoles à partir du moment où on a des écoles? Il ne faut pas justement stigmatiser. Par exemple, on parle souvent des jeunes. De quels jeunes parle-t-on? S'il vous plaît, moi je voudrais qu'à un moment donné, on puisse réellement faire un travail de sensibilisation auprès de ces jeunes, mais aussi de rappeler que le vrai problème, c'est que souvent, quand on voit la sociologie de ces jeunes-là, la plupart
n'ont pas d'emploi, la plupart ne valorisent pas l'acquis, même l'héritage historique. Ouais. Moi, je serais vraiment ravie que demain, dans les écoles, dans les programmes scolaires, on puisse valoriser, comme on transmet l'histoire, par exemple, de la Shoah, qu'on puisse également valoriser les histoires de toutes les immigrations. Oui, mais si on ne mélange plus. Je terminerai, excusez-moi, et je terminerai par dire la chose suivante, c'est qu'on a parlé effectivement des tueries et effectivement il faut les condamner. Je rappelle qu'en Caroline du Nord, il n'y a pas longtemps, on a tué sur 3 musulmans parce que musulmans. Je rappelle qu'en mai 2012, on a tué une famille Isnasni à Scarbeck. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi je plaide pour que nous puissions en fait envisager ce que j'appelle vraiment une convergence des luttes antiracistes. Moi je pense qu'on se trompe réellement, mais royalement, que si on s'oppose, nous, finalement dans la sélection des combats que nous devons mener. Nous partageons les mêmes objectifs, c'est que nous voulons, dans ce pays que nous aimons, qu'est la Belgique, vivre ensemble. Et vivre ensemble, ce n'est pas un slogan. Vivre ensemble, ça veut dire que j'espère qu'après ce débat, on puisse réellement se rencontrer et qu'on puisse ensemble lutter contre ce qui, aujourd'hui, gangrène la cohésion sociale. Je l'espère. Henri Bartholomew-Zen. Si vous permettez, il y a quand même, on parle d'éducation. Et vous posez la question très juste, que fait le monde politique par rapport à l'éducation? C'est à l'école que ça se passe. Et l'école est ce lieu où effectivement on rencontre l'altérité. Il est possible d'éduquer au vivre ensemble. Et je suis étonné, moi, de voir le conservatisme politique qui consiste encore à nier l'intérêt qu'il y aurait à faire en sorte que tous ces petits élèves, tous ces petits enfants puissent pratiquer des cours quant au sens, quant au questionnement du sens, quant à la religion, quant aux faits religieux, ne puissent pas les vivre ensemble. On dispute encore la question de savoir s'il faut mettre 1 heure de religion, 1 heure de morale non confessionnelle ou pas. C'est ça, il faut supprimer les cours de religion. Faisons en sorte que la première étape, au sortir des familles, au sortir des imprégnations culturelles essentielles, les petits d'hommes puissent se rencontrer, puissent apprendre à s'identifier les uns aux autres. Et faire ensemble, vivre ensemble, c'est périmé comme concept. À ce moment-là, vous aurez progressé. Et là, il faut interpeller le monde politique pour le compte. Car on sent une frilosité. D'accord, là-dessus, il nous reste 2 minutes. On sent une frilosité. C'est le dialogue interculturel, notamment en 2005. On a proposé une méthode pédagogique qui a été mise au point par une équipe de pédagogues sous la houlette de la directrice de l'école Bétavive, qui est une école méthode pédagogie freinée, avec Omar Bergalou, avec Daniel Pérez, avec... Oui, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Madame Snook. Bon, bref, toute une série de gens qui sont du métier, ils ont mis au point une méthode qui s'appelle la peste émotionnelle, histoire des immigrations affectives, qui il y a 10 ans, on a perdu 10 ans, je ne sais pas pourquoi elle est passée à l'as. Et cette méthode dit ceci: ça ne sert à rien de dire à un enfant ce n'est pas bien de dire sale juif, parce que pour qu'il puisse comprendre que ça fait du mal à l'autre, il faut que lui puisse accéder à ses propres émotions. Et pour qu'il puisse accéder à ses propres émotions, il faut qu'il puisse raconter sa propre histoire, d'où il vient, parler de lui-même, et aussi de la violence que peut-être lui subit et qui l'empêche d'accéder à son émotion. Et ça, vous demandez qu'on l'applique dans toutes nos écoles, alors. Jonathan Delatour, il nous reste 1 minute. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que démocrate, évidemment qu'on doit lutter contre tous les racismes, contre toutes les formes de discrimination. Et la communauté musulmane, mes compatriotes musulmans, sont victimes de discrimination, il faut le dire. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'antisémitisme, il tue. Là où on met des gardes et des soldats et des policiers, c'est devant les lieux communautaires juifs. Et donc il faut le dire. Clairement, il faut nommer les choses, comme l'a dit très clairement le CAL. Oui, mais vous ne vous parlez pas beaucoup. Mais on va aller boire un café juste après, avec plaisir. Organiser les rencontres culturelles judéo-marocaines, il y a énormément d'activités entre juifs et marocains. Et les musulmans parlent de culture musulmane, excusez-moi, de culture. Et ils ont reçu des menaces, ils ont été sanctionnés et ils ne pouvaient plus organiser l'activité avec les juifs. J'espère que ce débat va contribuer à relancer le dialogue. Alors moi, merci Sarah, merci à vous de nous avoir regardés. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. On ne peut plus dire un mot alors.